Bonjour à tous. C'est au nom de l'Association de la presse étrangère que je tiens à remercier Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, pour avoir accepté notre invitation. Et je tiens aussi à remercier la direction des hôtels Barberès d'avoir accepté ce partenariat entre l'hôtel Raphaël pour la première fois et le Regina aujourd'hui. Et je tiens à remercier tous les personnels et aussi la direction de l'hôtel Regina. Et je passe la parole à Christine Raniquel. Ce sera court. Ce sera court parce qu'on a beaucoup de choses à vous demander. Car effectivement, moi aussi, je veux remercier Ségolène Royal d'avoir accepté cette rencontre avec l'Association de la presse étrangère. Donc c'est qui vous reçoit. N'y croyez plus beaucoup, car vous nous avez déjà posé 2 lapins dans le passé. Alors nous sommes particulièrement heureux de vous avoir ce soir avec nous. Je ne rappellerai pas votre brillant parcours, mais depuis 14 mois, si je ne me trompe pas, vous êtes à la tête de ce vaste ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui semble vous aller comme un grand. N'avez-vous pas déjà été ministre de l'Environnement dans le gouvernement Bérégovois? Il est vrai que c'était au siècle dernier. Le temps passe bien vite, mais vous restez fidèle à votre engagement et à vos passions. Les missions de ce grand ministère sont multiples, nous y reviendrons, mais à la fin de l'année, la France sera l'hôte de cette 21e conférence internationale sur l'environnement, CAP 21, qui se déroulera au Bourget et débutera dans 259 jours, si est bien compté, et c'est demain. Donc je pense que c'est beaucoup de travail pour le préparer. Les enjeux en sont considérables, aussi avant de venir aux échanges avec mes confrères. Pouvez-vous nous parler de cet événement majeur et des espoirs qu'il suscite? Voilà, toute une question. Très bien, merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. L'ancienne, peu importe. Mesdames les Présidentes. Voilà, merci d'être là. Merci beaucoup de votre invitation dans ce magnifique endroit. Je crois que nous avons 1 heure à passer ensemble. Si vous avez 2, on les prendra. On va dire dès le départ. Voilà, écoutez, j'irai directement à votre réponse. C'est vrai que la France a cette responsabilité d'accueillir la COP 21, conférence des parties, pour le mois de fin novembre, début décembre, et c'est une conférence des Nations Unies, donc c'est pas la France toute seule qui organise et qui a la responsabilité de cet événement, mais la France accueille sur son territoire et ça lui donne 3 obligations. D'abord l'obligation d'être exemplaire pour elle-même, pour la transition écologique et énergétique, et pour remplir nos obligations de réduction de 40% des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et c'est ce que je fais dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte et le climat, qui vous a été distribuée là. Et j'ai accéléré ce débat parlementaire, justement pour qu'au moment où va se tenir la conférence de Paris sur le climat, nous soyons exemplaires sur le modèle énergétique d'une part, sur la montée en puissance de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Et le deuxième pilier, c'est la loi sur la biodiversité. Il y a un lien entre le réchauffement climatique, vous savez, le recul de la biodiversité. Donc il faut vraiment mener les combats sur ces 2 piliers pour que la planète puisse à la fois à nouveau respirer, se maintenir en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, et en même temps saisir cette opportunité. Alors, on vous a souvent dit, finalement, c'est l'échec assuré. D'ailleurs, il y avait que la France qui a été candidate pour accueillir la COP 21, c'était un signe. Et je crois que le contexte est aujourd'hui positif pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce qu'aucune région du monde n'est maintenant épargnée. Avant, les pays développés n'étaient pas très touchés, ne voyaient pas les effets du réchauffement climatique. Donc finalement, ne s'y intéressaient pas. Quand on voit aujourd'hui des perturbations climatiques intenses ou la sécheresse aux États-Unis d'Amérique, ou nos propres rivages en France qui sont frappés, ou même les pays sous des latitudes tempérées qui sont frappés, et plus seulement les pays dans les zones tropicales ou les États insulaires, tout le monde est aujourd'hui touché, et donc il y a une très forte prise de conscience, on le voit partout, chez les citoyens et chez les entreprises. Ça, c'est un élément fort. Le second, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de l'action.
Et donc on voit un basculement des milieux financiers et des entreprises dans la transition énergétique. Et le Business Week et le Finance Week qui se sont tenus à Paris il y a quelques semaines ont montré l'évolution considérable des prises de conscience, de la dynamique économique de la croissance verte qui a complètement changé, même par rapport à l'année dernière. Les choses vont très très vite. Et par exemple, les entreprises ont même demandé qu'il y ait un prix du carbone, ce qui est impensable. Même les entreprises qui sont sur les secteurs des énergies fossiles ont demandé qu'il y ait un prix du carbone. D'ailleurs, j'ai répondu à une question actuelle cet après-midi sur ce sujet. Il y a un rapport de la commission enfin qui vient de nous être remis et qui montre en effet qu'il faut absolument maintenant donner un signal économique fort pour que les investissements dans la croissance verte et dans les énergies nouvelles et dans l'efficacité énergétique voient leur rentabilité et leur productivité augmenter parce qu'il y aura un prix indicatif du carbone qui doit être, selon le rapport, entre 15 et 20 $ la tonne avant 2020, puis ensuite monter en puissance et parallèlement diminuer les subventions aux énergies fossiles qui s'élèvent, comme je le disais tout à l'heure à l'Assemblée, selon le Fonds monétaire international, à 10 millions de dollars par heure. 10 millions de dollars par heure, c'est les subventions globales de l'ensemble des États aux énergies fossiles. Donc on voit bien quel basculement économique il faut faire. Et la troisième idée, c'est que ça rapporte. Et ça, je le dis partout. Et d'ailleurs, dans l'objectif même de la loi de transition énergétique, j'ai ajouté pour la croissance verte, parce que j'estime à 100 000 emplois, les emplois directement liés à la transition énergétique en France. Et aujourd'hui, à l'échelle planétaire, ça y est maintenant, que ce soit les États, les territoires, les entreprises et les citoyens, s'engager et accélérer la transition énergétique, ça rapporte. Et c'est ça qui change considérablement, et c'est la colonne vertébrale de mon action, c'est de réconcilier la protection de l'environnement et le développement économique, alors que jusqu'à présent, la protection de l'environnement était considérée comme antinomique avec le développement économique ou comme une charge financière pour le développement économique. Aujourd'hui, on se rend compte que ça rapporte aux citoyens, parce que si on baisse les factures d'énergie, parce qu'on va bien isoler les maisons, ça leur rapporte du pouvoir d'achat. Ça rapporte aux entreprises, parce qu'elles-mêmes, si les entreprises font des économies d'énergie, elles vont dégager des marges de manœuvre. Ça rapporte aussi en termes de conséquences de l'innovation, de mutation technologique dans les secteurs les plus importants. Et puis les territoires qui s'engagent, et j'ai créé en France ce que j'appelle les territoires à énergie positive pour le climat, avec des conventions que je signe régulièrement, je vais en signer ce matin, et ce sont des territoires qui s'engagent dans cette mutation énergétique en bénéficiant d'une aide financière du gouvernement français. Alors voilà comment nous cheminons jusqu'à la fin. L'Europe aussi a voulu être exemplaire, donc elle a communiqué au secrétaire général des Nations Unies très tôt ses objectifs, et puis on voit que petit à petit les pays s'engagent. Le président des États-Unis d'Amérique hier a tenu à la Maison-Blanche un grand colloque sur les questions de santé et environnement, et qui, avec la publication d'un texte, c'est pourquoi est-ce qu'un accord sur le climat à Paris est bon pour les États-Unis d'Amérique, alors qu'on disait mais non, il y a l'hésitation, etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un basculement, une prise de conscience et un mécanisme d'accélération. Donc les choses se présentent bien pour la... Je dis pas que c'est... Voilà. Combien de pays sont présents? Alors 196 pays. Dans combien de personnes? 40 000. Oui, parce que... 48 congressistes. 40 000 congressistes. Alors, il y a des délégations officielles qui négocient, les 196. Et puis il y a des side events pour les entreprises. Et puis après sur des thématiques. Donc j'ai par exemple mis au point un certain nombre de thématiques de la forêt, les thématiques des océans, les thématiques des transports propres, les thématiques de l'économie circulaire, les thématiques du recyclage des déchets, les thématiques de l'efficacité énergétique des bâtiments, des nouvelles méthodologies de construire, les thématiques aussi qui sont les 9 groupes focus de l'Organisation des Nations Unies de mobilisation de la société civile, les femmes, les jeunes, les populations autochtones, les entreprises, les territoires. Donc on a un croisement de centres d'intérêt, de débats, d'échanges qui auront lieu aussi pendant la conférence. Et puis il y a eu l'organisation d'un débat planétaire numérique par Internet
qui a rassemblé 10 000 personnes dans 80 pays, avec des animateurs de ces débats participatifs qui ont été formés dans mon ministère, le ministère de l'écologie. Ensuite, ils sont retournés dans chacun des pays et ils ont débattu sur la question du climat, parce que c'est important que les citoyens soient associés aussi à ces discussions, à cette prise de conscience. Et ça a été très fructueux parce qu'on s'est rendu compte que les citoyens sont impatients. Ils sont impatients, ils se rendent bien compte que souvent les mécaniques diplomatiques sont beaucoup plus lentes que l'accélération des dégâts du dérèglement climatique. Bien. Alors, il y a des questions. Marie, tu peux passer le micro. J'ai déjà 2 questions devant. Oh, tu peux passer. Bien, bon, présente. Bonjour, Martina Zimmermann, je travaille pour les radios allemandes. Et vous avez dit que c'est l'urgence écologique en fait qui fait qu'il y a un basculement et que les États seraient plus près qu'avant. Est-ce qu'il y a aussi des efforts diplomatiques de la France qui seraient différents des Suédois ou des Mexicains, je crois, à Cancun, etc., qui font qu'on peut être plus optimiste? Alors, je pense que la France est très impliquée au plus haut niveau, parce que le président de la République lui-même s'engage très fortement, vient à tous les événements. Chaque fois qu'il y a des rencontres bilatérales entre chefs d'État ou de gouvernement, la question climatique est mise à l'ordre du jour. La question climatique a été mise à l'ordre du jour du G7. Ça, c'est très nouveau, avec une déclaration, alors qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer au niveau du G7. La question climatique a fait l'objet d'une déclaration dense, offensive, très importante. Il y a eu ensuite le dialogue de Petersberg avec Angela Merkel, où la question climatique a été aussi mise au cœur du dispositif. Il y avait quand même une quarantaine de ministres de l'environnement, de l'énergie et du climat qui étaient présents. Ce sera également l'objectif de la conférence d'Addis Abeba sur la question du financement, qui est une des questions clés aussi pour réussir la conférence de Paris. Cette conférence a lieu le 13 juillet. Et normalement, le dispositif financier doit être clarifié, c'est-à-dire à la fois l'engagement du fonds vert et la façon dont il va fonctionner, mais également la mise en place des 100 milliards de dollars qui ont été promis à Copenhague et que les pays émergents, les pays les plus pauvres de la planète, attendent de voir mise en place, notamment en appui sur la Banque mondiale. Mais là aussi, les choses progressent parce que les différents réseaux financiers, bancaires, assurantiels et la Banque mondiale en premier plan travaillent et je pense vont s'engager, vont proposer des mécanismes de financement simples, par exemple sur l'accès aux énergies renouvelables en Afrique. Il y a beaucoup de retard, ça fait 30 ans qu'on en parle. Maintenant, il y a des mécanismes d'accélération et il y a une très forte attente sur les mécanismes financiers. Et cette question-là doit être réglée pour que l'accord de Paris soit un accord crédible. Frédéric Castel, BBC World Service. Madame la ministre, vous soulignez les cartes favorables pour ce sommet. Et comme on se souvient à Copenhague, il y avait beaucoup d'espoir, c'est soldé par un échec. Quels sont, à votre avis, les écueils auxquels vous attendez et que vous essayez de résoudre pendant le sommet et avant le sommet? Merci. Alors il y a 3 écueils, je pense, à éviter. Le premier, c'est de penser que les choses peuvent se dénouer, qu'on peut attendre jusque Paris, puis que ça va se dénouer miraculeusement à Paris. Comme ça, on a écarté ce premier écueil, puisque comme je viens de l'expliquer, toutes les échéances diplomatiques et internationales ont été saisies pour faire progresser les convergences de point de vue. Et on a vu, l'Europe a fait sa contribution très tôt. À Copenhague, c'était très tard, c'était finalement même pas stabilisé au moment de Copenhague. Donc ça, l'Europe a pris ses responsabilités, maintenant elle peut aider les autres pays aussi à s'engager. On voit des grands pays comme la Chine, comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Inde. Le Premier ministre indien est venu à Paris, donc cette question a été évoquée. Le Premier ministre chinois vient la semaine prochaine, cette question aussi sera mise à l'ordre du jour. Donc on voit que les grands pays émergents aussi
vont participer, vont contribuer et surtout mettre en mouvement sur leur territoire des actions opérationnelles de la transition énergétique. Nous étions en New Delhi récemment, l'Inde lance 100 smart cities sur l'ensemble de son territoire et s'est fixé des objectifs de part des énergies renouvelables très élevés. La Chine également accélère la transition énergétique et pose aujourd'hui même la question cruciale qui est commune à tous les pays des transports propres en ville. Toutes les villes sont saturées, sont asphyxiées par les transports polluants et voilà un sujet de convergence sur la recherche des solutions sur le transport propre et sur le transport électrique notamment. Donc ce que l'on voit par rapport à Copenhague, c'est que les solutions avancent en même temps que les négociations sur le texte et que finalement les choses se nourrissent les unes des autres. Ça c'est le premier point. Le second écueil à éviter et qui est évité, c'est de laisser les négociations se faire entre négociateurs. Ce que l'on observe, c'est que contrairement à Copenhague, les chefs d'État et de gouvernement du monde entier s'impliquent. Tout le monde a compris que c'était un peu le sommet de la dernière chance, que personne ne tolérerait qu'il n'y ait pas de prise de responsabilité au plus haut niveau, qu'on ne pouvait pas d'un côté déplorer les dégâts considérables du dérèglement climatique et de l'autre ne pas voir les chefs d'État et de gouvernement s'engager au plus haut niveau. Excusez-moi, mais nous ne serons pas au sommet. Non, oui, le sommet, les rencontres, elles ont lieu toute l'année. Il y aura peut-être un segment de chefs d'État avant. De toute façon, il va y avoir un pré-sommet, puisqu'il va y avoir le sommet de New York en septembre, avec la semaine du climat, avec un engagement très fort du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et avec aussi le pape François sera présent, les autorités religieuses et scientifiques seront présentes. Donc ça aussi, ça va être un phénomène d'accélération fort. Pratiquement tous les pays sont là. Donc il va y avoir un événement très fort en septembre, finalement, de préfiguration de l'accord. Et c'est ça aussi qui est nouveau par rapport au mécanisme de Copenhague. C'est-à-dire que le sujet est monté, moi je le souhaitais d'ailleurs depuis longtemps, le sujet est monté, parce que j'ai vécu Copenhague aussi, dans le sommet des territoires, dans des régions, j'ai vu l'échec de Copenhague. Et depuis longtemps, je déplorais effectivement que ces discussions qui sont absolument cruciales pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de chacun des pays, ne se situent pas suffisamment à un haut niveau politique. Et aujourd'hui, c'est le cas, puisque comme en tant que ministre de l'Énergie, j'ai la chance d'assister à toutes les rencontres bilatérales qui ont lieu en France entre les chefs d'État français et les chefs d'État de visite, les chefs d'État étrangers, et je vois que cette question-là, elle est systématiquement posée, même lorsqu'il y a d'autres sujets majeurs qui sont sur la table et qui pourraient éclipser la question climatique. Donc c'est vraiment reconnu maintenant comme un sujet central, parce que tout le monde a compris que c'était aussi un sujet de sécurité planétaire. Que pensez-vous du coup de main du pape François avec son encyclique? Vous pensez qu'il va être écouté, suivi? Et je pense que c'est plus qu'un coup de main. Ouais. C'est plus qu'un coup de main. Sérieux. C'est quand le pape François est allé aux Philippines, il y a eu 6 millions de personnes pour venir l'écouter. Dans un pays qui a été ravagé par un tsunami où il y a eu 7 000 morts. Et donc, en élevant le débat à ce niveau-là, et en même temps en ayant le courage d'avoir un discours très radical, parce qu'il appelle justement à l'écologie intégrale, à la révolution écologique, il met le doigt sur un certain nombre de responsabilités, sur les égoïsmes, sur l'appât du gain, sur la société des gaspillages. Enfin, il dit vraiment très clairement les choses qui doivent être dites, et en même temps, il ouvre des chemins d'espoir parce que il dit mais les êtres humains ont aussi la capacité de répondre aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes posés. Ce texte qui est extrêmement fort, je crois, va imprégner aussi les esprits, surtout permet aussi de dépolitiser le sujet. Excusez-moi, le troisième écueil, Pardon, je oui. n'ai pas saisi. Le 3, alors nous revenons. Oui, le troisième, ça aurait été de laisser de côté les milieux économiques et financiers au motif que les milieux économiques et financiers ont profité de la dégradation
c'est eux qui ont prélevé les ressources naturelles, qui ont été les prédateurs de ces ressources naturelles, qui se sont développés à partir des énergies fossiles. Et pendant très longtemps, les entreprises et les milieux financiers ont été laissés en marge au motif que finalement il fallait leur imposer des contraintes. Alors eux se tenaient eux-mêmes en marge, pensant que l'environnement était antinomique avec le développement économique. Et inversement, toutes les ONG disaient on ne veut pas entendre parler des entreprises et des milieux financiers parce que de toute façon ce sont eux les responsables, ils doivent payer en clair. Et ce qui est très nouveau. Et donc, le fait d'intégrer les milieux économiques et les milieux financiers dans la transition écologique et dans la transition énergétique, c'est une excellente chose parce que de toute façon, il faut que si l'économie bascule et si la finance va dans l'investissement vert, à ce moment-là, on aura des résultats concrets sur les territoires. Et alors que si on était resté dans des postures d'incompréhension et d'opposition, à ce moment-là, c'est impossible. C'est impossible. Si vous avez toute l'économie, toutes les filières économiques et toute la finance contre vous, c'est impossible de réussir. Donc il faut faire du gagnant-gagnant. Et elle commence à comprendre qu'elle commence à être victime finalement des choix économiques qui ont été pris. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi le secteur assurantiel vient maintenant autour de la table en disant bah oui, il faut aussi qu'on investisse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'ils ne peuvent plus assurer les risques. Quand vous avez des États insulaires entiers qui menacent de disparaître, quelle assurance va pouvoir assurer cela? Quand vous avez des dégâts considérables dans les villes côtières, songez qu'il y a 20 mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants qui sont situés sur nos littoraux à l'échelle mondiale. Les dégâts sont tellement considérables quand il y a l'élévation du niveau de la mer ou des perturbations climatiques extrêmes que les assurances, ça leur coûte extrêmement cher. Et de toute façon, la disproportion entre les contributions des assurances et le coût des dégâts devient très défavorable à ces milieux financiers. Donc, du coup, ils se mettent dans des postures positives en disant, bah oui, il faut aussi que nos investissements, nos fonds de placement aillent vers les investissements qui vont réduire le dérèglement climatique. Et ça, c'est très nouveau. Une question? Merci de te présenter. Ingrid Vellano, interview francophone, je suis la rédactrice en chef du journal. Ce matin, Jeremy Rifkin annonçait l'idée que la France pourrait être prête pour changer de paradigme. L'idée de l'énergie, mais aussi justement prendre être en leader à faire cela. On se rappelle très bien que vous êtes l'image de la démocratie participative. Oui. Dans quelle mesure ce sommet peut être effectivement l'image de l'action participative, donc un petit peu mobiliser plutôt les citoyens tout d'abord, parce que comme Jeffrey Sachs disait il y a 2 semaines dans un coup de gueule devant la presse, c'est si les citoyens réagissent et sont avec ces objectifs, les politiques vont aussi suivre. La question, est-ce que la France veut être le leader dans cette 3e révolution industrielle dont parlait Rifkin ce matin? La France, elle veut faciliter les choses. Moi, je ne souhaite pas que la France se pose forcément en modèle ou en avant-garde, etc., mais qu'elle le fasse vraiment et qu'elle entraîne les autres pays et qu'elle facilite la mise en valeur de ce sur quoi les autres pays sont à l'avant-garde. Je vais vous donner quelques exemples. Comme je le disais tout à l'heure, je souhaite que la France, bien évidemment, soit dans l'excellence environnementale. D'où cette loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui d'ailleurs inclut dans ses articles de loi une chose qui est pour l'instant unique au monde, qui est l'obligation que vont avoir maintenant les entreprises de présenter devant leur conseil d'administration leur compte intégrant le risque climatique, leur empreinte carbone et la façon dont elles prennent en compte dans leurs investissements l'objectif des 2 degrés. Et ça, c'est très nouveau. Aucun pays n'a encore inscrit dans sa législation cette demande. Et je l'ai fait justement à la fin de la Finance Week, en écoutant l'ensemble des opérateurs financiers de tous les pays qui étaient là, et qui disaient le jour où un pays fera ça, ça va changer. Donc j'ai entendu ça,
Et comme j'étais en plein débat sur la loi de transition énergétique, j'ai déposé un amendement gouvernemental et cette disposition est maintenant votée dans la loi française. Et là, je pense que dans quelques semaines, j'aurai un certain nombre d'entreprises qui vont, en anticipant même la promulgation de la loi, qui vont présenter la façon dont désormais leurs comptes peuvent être accompagnés de ces calculs, de leur empreinte carbone, de leur stratégie des 2 degrés, pour aller vite, et de l'intégration du risque climatique. Donc vous voyez que, et finalement, dès que le calcul économique va être fait, je pense que les choses vont bouger. La deuxième idée, c'est que la France peut être leader sur la question des mécanismes de construction des économies décarbonées. Nous venons de recevoir le rapport de la commission Canfin-Grandjean qui fait des propositions très intéressantes, notamment sur le prix du carbone, mais aussi sur les quatre points clés qui font qu'on peut accélérer la création d'une économie décarbonée. C'est le signal prix du carbone, ce sont les infrastructures décarbonées, c'est l'engagement du secteur bancaire dans l'économie décarbonée, et c'est l'engagement du secteur financier dans l'économie décarbonée. Et donc, c'est l'engagement des banques de développement dans le financement de projets décarbonés beaucoup plus important, et l'engagement du secteur financier et bancaire globalement dans le financement de l'économie verte. Et avec une idée de création d'un prix du carbone qui pourrait commencer par les États volontaires, les États industrialisés et les États émergents, avec l'idée de fixer un prix du carbone entre 15 et 20 $ la tonne avant 2020, puis avec une montée en puissance de ce prix du carbone pour les 20 ans qui suivraient, et dans le même temps de faire basculer dans le financement des énergies renouvelables, ce qui est aujourd'hui donné sous forme de subventions aux énergies fossiles. Le Fonds monétaire international a chiffré à 10 millions de $ par heure le volume des subventions données aux énergies fossiles. Et donc, on voit qu'il y a à la fois de la ressource, des logiques et des orientations à donner. Et la France peut en effet être leader sur ces problématiques, parce que ce sont ces signaux économiques qui vont faire basculer les modèles économiques dans la 3e révolution climatique et numérique. Une question libanaise. Bonjour, Bassam Tayara de la presse net. Madame la ministre, vous avez dit qu'il y a 196 pays qui vont assister, c'est presque le monde entier. Et on connaît... Oui, c'est les membres de l'ONU. C'est très bien. Donc, mais la moitié de ces pays sont des pays pauvres. Oui. Impossible qu'ils investissent. Impossible qu'ils puissent déjà, s'ils envoient des 40 000, 10 000 représentants, impossible qu'ils puissent payer le voyage de ces personnes. Comment vous pensez qu'il faut aider ces pays pour qu'on puisse répondre à la pollution qu'ils sont en train de faire malgré eux, puisqu'ils sont incapables d'investir dans l'investissement vert? Voilà, et j'ajouterais non seulement ils n'ont pas les moyens d'investir, mais en plus ils sont victimes du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'ils subissent les choix énergétiques qui ont été faits dans les décennies qui viennent de se passer des pays industrialisés. Et en plus, ils sont souvent sous des latitudes chaudes, c'est-à-dire qu'ils subissent la double peine finalement. Et donc c'est un sujet crucial, c'est un sujet central, et la question climatique, pour reprendre l'encyclique du pape, est très étroitement liée à la question de la pauvreté et de la lutte contre les injustices. Et donc il faut que les pays riches comprennent, et je pense que ça commence à se faire, qu'ils ne se sont pas tout seuls. Et on voit toute cette question, par exemple, des migrations de la misère, elle peut être résolue si les pays les plus pauvres ont les moyens de la dignité, du développement économique, de l'accès à l'énergie, de l'accès à l'éducation, et tout est lié. Et donc, il y a un enjeu très très important de transfert de technologie. Parce que les pays les plus pauvres sont les pays les plus chauds. Et en plus, ils n'utilisent pas l'énergie photovoltaïque ou l'énergie solaire. Nous avons aussi l'énergie thermique des mers. L'énergie thermique des mers, c'est une énergie extraordinaire, puisqu'elle a réglé le problème du stockage des énergies renouvelables. Donc tous les États insulaires pourraient être autonomes en énergie si ces technologies
concernant l'énergie thermique des mers pourrait se diffuser. Il y a la géothermie aussi. Il y a beaucoup d'États qui ont des sols volcaniques avec des ressources d'eau chaude dans leur sous-sol, donc il pourrait y avoir des accès à l'énergie beaucoup plus simples. Et donc, l'enjeu, il est double, c'est de mettre en place les financements qui ont été promis, d'une part, et d'autre part, de mettre en place les transferts de technologie. Alors ça, on peut le faire non seulement d'État à État, mais aussi de région en région, de ville à ville, de collectivité en collectivité. Moi, j'ai pu le faire avec ma région et une région du Sénégal. On s'est rendu compte qu'avec finalement des moyens relativement modestes, on pouvait éclairer tous les villages avec des lampadaires solaires. C'est pas compliqué ça. Ou des fours à combustion lente qui consommaient 7 fois moins de bois que des fours traditionnels, mais rien, avec des petites technologies toutes simples. Tout le recyclage aussi des biodéchets, de l'utilisation de la biomasse, sont des choses qui sont aussi à portée de main. Donc, il faut accélérer les transferts de technologie. On se rend compte que ça peut aller rapidement. Ce n'est pas forcément des choses coûteuses. S'il y a des circuits courts, ce n'est pas forcément des choses qui sont extrêmement coûteuses. Mais il faut que les moyens financiers, il y a les 100 milliards qui sont normalement mis en place, il y a les moyens de la Banque mondiale, et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, si ce sont des filières rentables et si les pays se développent, les filières économiques vont avoir aussi intérêt à investir dans les pays émergents. Bonjour Madame la Ministre, Xavier Alonso pour la Tribune de Genève. L'accord doit-il être contraignant ou non? Car s'il n'est pas contraignant, est-ce qu'on ne va pas se retrouver face à de belles paroles, beaucoup de promesses, et finalement tout ça restera des vœux pieux? Alors ça, c'est décidé justement par l'Organisation des Nations Unies, hein, selon la formule, et c'est la base du mandat de l'accord de Durban. L'accord doit être juridiquement contraignant. Il est universel et juridiquement contraignant. Parce que c'est vrai, sinon il y a des vœux pieux. Et en même temps, il doit être accompagné, il y a 4 piliers, hein, il y a l'accord, il y a les financements, il y a l'agenda des solutions, et puis il y a la mobilisation de la société civile, comme on l'a vu, territoire, entreprise, etc. Michela Secci, corrispondente d'Italie. Alors, le président de cette conférence est M. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et du développement international. Comment travaillez-vous avec lui en collaboration pour préparer cette conférence? Alors d'abord, c'est le président de la République qui a voulu cette conférence à Paris et qui présidera le segment chef d'État et de gouvernement. Monsieur Fabius donc est chargé, comme l'était le ministre de l'Environnement Guéroult, de la négociation, du suivi de la négociation globale. Faciliter la négociation globale, mais qui est une négociation sous l'égide des Nations Unies, puisqu'il y a 2 négociateurs qui ont été désignés par les Nations Unies, un Américain et un Algérien, et qui sont responsables des négociations en tant que telles, mais le pays hôte préside au sens où il facilite effectivement il facilite le dialogue, les convergences, les négociations, etc. Et en ce qui me concerne, moi je suis chargée de la délégation française, d'une part, c'est-à-dire du siège France, puisque chaque pays est présent, et de la mobilisation de l'Europe. Donc j'ai ces 2 responsabilités. En ce qui concerne l'Europe, j'ai fait en sorte que l'Europe, dès le mois d'octobre dernier, donne sa contribution. Donc ça, c'était une impulsion très forte que j'ai pu donner à ce moment-là parmi les 28 ministres de l'environnement, de l'énergie et du climat. Donc, je siège dans ce Conseil des ministres européens. Nous avons ensuite fait l'Europe de l'énergie. Ensuite, la loi de transition énergétique pour la croissance verte que je fais voter au Parlement français, je la fais connaître à l'ensemble des pays européens pour qu'on puisse collectivement s'aligner vers le haut. Et puis ensuite, nous avons décidé aussi que l'Europe allait se tourner vers le reste du monde. Parce qu'à Copenhague, l'Europe, elle est restée, les pays européens restent entre eux. Ils règlent leurs problèmes entre eux, et après, ils ne s'intéressent plus à ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, nous nous engageons, par exemple, vis-à-vis de l'Afrique. Je vais faire une tournée africaine avec le commissaire européen à l'énergie. D'autres vont aller en Asie, d'autres vont aller en Amérique, etc. Et donc, cette capacité que peut avoir l'Europe à entraîner d'autres continents et à mettre en commun aussi un certain nombre de technologies, je
Je pense que c'est quelque chose aussi qui peut faire bouger les positions. Oui. Ok, merci. Bonsoir, Joshua Melvin avec l'agence France Presse. Je veux parler des chiffres. Avec ce genre de conférence, avec le COP, on ne sait jamais les résultats, donc quand la fin arrive. Mais à votre avis, avec tout ce que vous connaissez, avec tout ce que vous connaissez du processus et de ce qui va se passer, est-ce que vous pouvez dire quelles sont les chances, à votre avis, qu'on va finir avec un accord 50-50 60-40 je sais pas, chiffrer en pourcentage comme ça. Ou sans pourcentage, juste une idée de... Est-ce que vous avez une idée de quelles sont les chances qu'on va finir avec un accord? Mais elles sont bonnes les chances. Elles sont bonnes les chances. Je pense qu'on est dans... Je vois que les choses bougent. Regardez par exemple, on disait que les États-Unis allaient freiner, n'allaient pas s'engager, que le Congrès allait bloquer. Quand je suis aux États-Unis d'Amérique, j'ai rencontré les sénateurs du Congrès. J'ai absolument pas entendu ce qu'on entendait ici en France. Absolument pas. D'abord parce que le président Obama a tous les moyens réglementaires d'agir sur la base de la loi qui existe sur le Clean Act. Et que les membres du Congrès qui sont dans le groupe climat sont très à l'offensive. J'en ai entendu aucun qui m'a dit mais non mais c'est embêtant parce que le Congrès peut bloquer, etc. Donc il y a parfois... Hein, les deux partis. Parce que les républicains commencent à bouger, bien sûr. Et puis la seconde chose, je pense que personne ne voudra prendre la responsabilité d'un échec. C'est très compliqué pour un pays qui va relâcler pour les grands pays. Et donc à partir du moment où vous allez avoir le basculement, que vous avez de fait le basculement des grands pays, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, l'Amérique latine, avec la Colombie par exemple, est très à l'offensive, ils sont en train de rassembler les pays autour d'eux. Des pays très réticents comme Cuba, nous sommes allés à Cuba, ça y est, ils sont venus dans la logique de soutien à la conférence de Paris sur le climat. Il y a eu un sommet aux Caraïbes. On a vu tous les pays des Caraïbes se rassembler pour être positifs pour la conférence de Paris. Il y a l'Inde qui est en train de bouger. Il y a la Chine qui est en train de bouger. Et je vois autour de la table les représentants, parce que l'on a par exemple les réunions l'équivalent des ministres de l'énergie du G7 ou du G20. Je vois bien que ça bouge énormément. Parce qu'il y a une révolution industrielle en même temps et que personne ne veut rater ce tournant de la révolution industrielle. C'est ça qui est positif. D'accord. Et par exemple, des gros pays comme les États-Unis, est-ce que vous pouvez donner à votre avis là, quelle sont l'importance du rôle de ces grands pays? Ils vont s'engager, ces grands pays. Mais vous imaginez un grand pays industrialisé ou un grand pays émergent qui va s'isoler et qui va dire au reste du monde, non, finalement, nous, on n'y va pas, on s'y met pas. Je pense que ces choses sont en train justement de prendre un tournant très positif. Parce que les pays ont compris qu'en protégeant la planète, ils se protégeaient eux-mêmes. Vous savez, c'est assez simple, hein, les mécanismes humains. Quand les pays pensent qu'ils sont dans des compétitions et qu'ils n'ont pas intérêt à s'engager plus que le voisin, ça ne peut pas marcher. Quand les pays commencent à comprendre que c'est ceux qui vont accélérer la transition énergétique qui vont être les gagnants du processus industriel, là, le regard commence à changer. Et en plus, comme ça correspond aussi à ce dont on a besoin en matière de recul des énergies fossiles, on est dans des cercles vertueux en ce moment, on est dans des mécanismes positifs. Parce que tout le monde a compris, d'abord, que les dégâts étaient considérables, quelles que soient les latitudes. D'une part, les États-Unis ont subi des sécheresses, ont subi des typhons, ont subi des inondations. Ils n'échappent pas. Ils n'échappent pas. Et donc ça y est, les gens ont compris, que les entreprises et les citoyens, qu'ils étaient aussi touchés par le dérèglement climatique. Et donc ça change énormément les choses. La pollution en Chine, c'est une image de marque aussi pour le pays. Et l'accélération, la transition, l'équipement... Parce que les Chinois s'y mettent alors sérieusement. Ah oui, sur le renouvelable, ça va très vite. Et puis la pollution atmosphérique dans les villes est en train d'accélérer le transport propre, le véhicule électrique.
Jean-Sion Livinel, là, c'est un niveau dada, si je puis dire, le véhicule électrique. Oui, Mais, c'était prémonitoire quand même. oui, déjà en Poitou-Charentes. Oui. Mais, Il y a 20 ans, quand j'étais ministre de l'Environnement. Voilà. À Mais elles ont quand même bien du mal à trouver leur place. Ben oui. À quand les bornes de rechargement quand seront-elles généralisées à travers la France pour devenir incitatives? Parce qu'en fait, qui va se lancer là-dedans si on ne peut pas les charger? C'est une bonne question, hein. C'est le principal frein aujourd'hui. Donc, il y a un projet national de déploiement de 7 millions de bornes financé par le programme d'investissement d'avenir. Et puis, il y a un crédit d'impôt qui vient d'être créé pour les travaux d'isolation des logements, qui inclut l'installation de bornes de recharge électrique dans les parkings. Ah, Voilà. voilà. Quelqu'un avec qui je déjeunais ce matin me disait, elle est vice-présidente de la banque d'investissement, elle devrait arriver à trouver les sous pour ça. Non, mais Parce je me suis que dit depuis que je suis vous l'êtes ministre. plus, hein, Ah, non. c'était compatible. Bon, Mais Excusez-moi. la banque publique a perdu. oui. Pour revenir sur le point des chefs d'État, vous évoquiez peut-être leur présence. Jusqu'à présent, personne n'a confirmé. Est-ce que c'est un atout, un objectif? Surtout qu'à Copenhague, on a vu de nombreux chefs d'État. Ça n'a pas apporté beaucoup de fruits. Merci. Le problème de Copenhague, c'est que les chefs d'État sont venus à la fin. Pour le temps. Non, mais on leur a dit, surtout, il ne fallait pas qu'ils viennent trop tôt, il fallait qu'ils viennent à la fin. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas justement laisser les négociations uniquement entre les mains d'éminents spécialistes, qui sont très utiles dans le processus de l'ONU, mais qu'il fallait une prise de responsabilité. Pourquoi? Parce que si un pays s'engage dans la transition énergétique, à un moment, il faut qu'il y ait une décision nationale d'engagement. Donc, plus les chefs d'État sont mis devant leurs responsabilités, et c'est ce qui est en train de se passer, comme je l'ai expliqué avec beaucoup de précision tout à l'heure, mais la donne a complètement changé. Et comme en plus ils seront réunis à New York en septembre, la donne a complètement changé. C'est-à-dire que ce sont eux, c'est au niveau politique que les instructions vont être données aux négociateurs. Et au niveau, bien sûr, également de l'ONU, et du plus au niveau de l'ONU. Et donc, du coup, on est dans un autre état d'esprit, dans une autre dimension. Donc la France va les inciter à venir, À venir. à participer. Et c'est pas forcément, je vous ai expliqué, c'est pas forcément en étant autour d'une table au dernier moment que les choses se produisent. C'est d'abord l'engagement individuel de chacun des États pour faire ce qu'on appelle les INDC, c'est-à-dire les contributions nationales. C'est-à-dire comment ils prennent leurs responsabilités au regard du critère des 2 degrés. Là, je l'ai expliqué tout à l'heure, l'Europe l'a fait, beaucoup de pays, plusieurs dizaines de pays l'ont déjà fait, les grands pays émergents vont le faire. Donc, et ça n'existait pas avant Copenhague. Donc, les engagements individuels de chaque pays, à un moment, il y avait un arbitrage du chef d'État ou du chef de gouvernement qui est pris quand il y a la transmission du plan national d'action au secrétariat général des Nations Unies. Tout cela doit être terminé normalement avant le 1er septembre. Donc, c'est en cours. Les dépôts de contributions sont en train de se faire. Ensuite, toutes les réunions internationales aujourd'hui portent à l'ordre du jour la question du climat, ce qui permet de négocier, d'avancer, de poser les problèmes, et pas d'attendre le dernier moment du mois de décembre pour dire bon, bah, où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on fait pour les régler. Aucun groupement humain ne fonctionne comme ça, aucune entreprise, aucune association, aucune collectivité ne peut régler ses problèmes en 15 jours, des problèmes aussi lourds. Donc il faut que finalement les choses soient positives et quasiment bouclées avant d'entrer dans la conférence de Paris. C'est ça qui aujourd'hui est recherché par les chefs d'État et de gouvernement et par l'Organisation des Nations Unies, par Ban Ki-moon. Et que tout travail qui est en train d'être fait en bilatéral, en multilatéral, à chaque réunion de chefs d'État et de gouvernement, va culminer en septembre, où là, on aura déjà une idée claire de ce qu'il faut, de ce qui est acquis, de ce qui manque, faire des avancées pendant la semaine du climat à New York, au siège des Nations Unies, et ensuite voir ce qui restera à régler au moment de Paris. Mais l'idéal, tel que le voit la France, c'est qu'il y ait l'accord finalement de fait entre chefs d'État et de gouvernement, et qu'ensuite Paris, ça sera aussi l'occasion de discuter des solutions, parce qu'une fois qu'il y a l'accord, il faut le mettre en application. Donc il faut déjà penser à l'après-Paris.
la conférence climat, elle ne s'arrête pas à Paris. Elle commence. Les actions commencent. C'est un commencement, c'est une accélération. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement et c'est une accélération. Pour que d'ici la fin du siècle, des actions opérationnelles soient mises en place de façon déterminée, puissante, pour rester en dessous du réchauffement. Il y a une question israélienne. Oui, le stockage d'après israélien, justement pour l'après-Paris. Et étant donné que vous étiez, il me semble, la première femme politique de toute première ordre qui avait osé, d'ailleurs bien avant votre campagne présidentielle, de dire ce n'est pas l'économie contre l'écologie, mais si on a un problème, par exemple en France, de chômage, c'est une approche écologique qui va soutenir la lutte contre le chômage. Ce qui était assez révolutionnaire à l'époque et ce qui est aujourd'hui plus ou moins admis. Donc j'aimerais, et sur un plan plus large, et vous demander si vous croyez à un même type d'équation quand il est question des relations internationales, c'est-à-dire des relations entre les nations. Est-ce que l'égoïsme des nations peut être remplacé par des considérations de cette nature? Quoi dire à la Chine qui pompe de l'eau du Mékong et qui pose problème aux Vietnamiens ou aux Cambodgiens, avec lesquels ils ont d'autres litiges d'ailleurs? Quoi dire aux Syriens qui pompent, ou aux Israéliens qui pompent de l'eau qui fait du mal aux Palestiniens, avec lesquels ils ont bien évidemment d'autres litiges? Est-ce qu'il y a quelque chose de conceptuel, large, à ces niveaux auxquels vous croyez? Oui, c'est une bonne question, bien sûr. Il y a des choses conceptuelles, notamment puisque vous citez la question de l'eau, c'est une question majeure. Parce que d'abord, c'est sur l'eau que se produisent les premiers dégâts du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, avec notamment la diminution de la quantité d'eau, la pollution de l'eau, la guerre autour de le contrôle de l'eau. On dit souvent que les guerres des années à venir seront des guerres autour du contrôle de l'eau qui devient un bien mondial extrêmement rare. Et il y a une solution pour régler ces questions, c'est justement de faire des accords le long des fleuves, le long des bassins. C'est-à-dire se dire qu'au fond, les pays qui partagent le même patrimoine lié à l'eau doivent pouvoir faire des accords sur l'utilisation de ce bien commun qu'est l'accès à l'eau potable. Et il y a d'ailleurs plusieurs pays africains qui sont situés le long des mêmes vallées, qui ont fait justement cette démarche en disant on veut travailler avec des configurations géographiques de pays qui partagent la même menace climatique et en particulier celle qui est liée à l'eau. Et c'est vrai aussi pour le littoral. C'est vrai aussi pour le littoral. Vous avez les littorales africains, par exemple, qui sont en grave processus de dégradation avec des villes côtières qui sont en train de s'écrouler dans la mer. Et donc, si on règle, par exemple, ou des États insulaires, je suis allée en Guadeloupe, dans un territoire français des Caraïbes, où j'ai relancé une action de reconquête de 40 000 hectares de mangroves, par exemple. Et ça, c'est des solutions liées à la biodiversité qui sont communes à plusieurs pays. Et donc les pays qui subissent les mêmes types d'agressions climatiques peuvent aussi se mettre ensemble pour régler les problèmes. Et qu'au niveau des Nations Unies, effectivement, cette question soit traitée. Cette question soit traitée comme un élément de protection de la sécurité des différents pays, que certains ne puissent pas, en effet, nuire à d'autres autour de la même ressource naturelle. Est-ce qu'on peut venir aux missions nombreuses, tout le programme de votre large ministère? Il y a trois éléments, l'écologie, les développement durable, l'énergie, tout ça est un tout. Qu'est-ce qui vous passionne le plus de tout ça? Qu'est-ce qui me passionne le plus? Beaucoup de choses. Bon, il y a la transition énergétique, j'ai dit, il y a la biodiversité. Il y a un thème qui me passionne beaucoup, c'est les relations entre la dégradation de l'environnement et la santé. Parce que je pense qu'un élément de plus grave accélération de détérioration de la santé est dû à la dégradation de l'environnement. Et qu'en plus, c'est un sujet qui peut permettre de faire comprendre à tous les citoyens pourquoi il faut protéger leur environnement. Vous voyez, et donc j'ai lancé un plan sur la santé et l'environnement, justement, pour qu'il y ait un recul de toutes les formes de pollution.
que ce soit les pesticides en agriculture. Par exemple, la loi va interdire l'usage des pesticides dans tous les jardins publics, avec les opérations terre saine, zéro pesticide. Et puis, un jour, on se demandera d'ailleurs comment est-ce que l'agriculture peut encore utiliser des pesticides. Et il est évident qu'un jour, c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le croit, parce que je vois que même tout le secteur viticole, qui auparavant était très réticent à la viticulture bio, maintenant, y compris tous les grands crus français, réfléchissent maintenant à leur tous les grands domaines cibles. Et c'était impensable. Quand il y a 10 ans, je disais, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'agriculture bio? C'est évident que ce sera le modèle de demain, il faut vraiment aussi l'accélérer, mais c'était impensable. C'était considéré comme vraiment marginal et voilà, et ressemblant à rien du tout. Et aujourd'hui, ça y est, donc il y a un engagement très fort qui est dû grâce aux consommateurs, qui est de plus en plus informé. Et même chose pour les pollutions chimiques. Oui, mais avant c'était caché. Bien sûr. Ensuite, il y a les pollutions chimiques, industrielles. Là aussi, souvent on ferme les yeux à l'échelle planétaire. Vous voyez aussi des délocalisations de pollution, c'est-à-dire des industries qui fuient. On a vu par exemple des industries chimiques françaises quitter la France, s'installer en Chine, polluer la Chine parce que les règles environnementales étaient moins rigoureuses. Et donc, il doit y avoir des règles environnementales aussi strictes que sur les règles du commerce mondial pour qu'il n'y ait pas de délocalisation de pollution dans les pays qui n'ont pas les mêmes normes. Et on voit dans plein de domaines. Donc il y a ça. Il y a les pollutions atmosphériques dues à la circulation. Donc là aussi, ce sont des pollutions extrêmement graves. Pollution par particules en particulier. Et donc il y a des pollutions agricoles. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont très importants par rapport à la pollution. Et puis je pense aussi un autre élément clé qui est lié, c'est la protection de la nature et des paysages. Je crois que les êtres humains ont cru pouvoir se passer d'un contact avec la nature. Et aujourd'hui, on se rend compte d'abord qu'il y a de graves inégalités, parce que les territoires où la nature est la plus préservée sont les territoires où souvent les gens ont des revenus supérieurs, et puis d'autres quartiers qui ont été totalement dégradés, où la nature a disparu, alors que tous les êtres humains ont besoin d'avoir un contact avec la nature. On ne peut pas vivre sans contact avec la nature. Et donc j'ai un grand projet qui me tient à cœur, c'est la reconquête de la nature dans les villes. La nature a trop disparu des villes. Et ça c'est vrai à l'échelle planétaire. Il faut reconquérir la nature dans les villes. Et quand on laisse faire les promoteurs sans aucune règle de protection, et même en France, c'est très difficile encore, je suis souvent dans le rapport de force, pour empêcher les constructions dans des sites classés, pour empêcher qu'on grignote des sites protégés, pour protéger des pollutions dans les parcs naturels, etc. Tous les jours, j'ai des conflits. Et pourtant, c'est un pays qui a installé des vraies politiques de paysage, des politiques de conservatoire du littoral, des parcs naturels nationaux, des parcs naturels régionaux, des sites classés. Et bien, même en France, c'est très difficile et j'ai des gros conflits. Je dois faire de gros rapports de force contre la loi de l'argent, contre les prédateurs industriels, contre le chantage à l'emploi, contre tout ça. Donc vous imaginez sur les pays peu développés à quel point les prédateurs de la nature, des ressources naturelles, de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air, peuvent s'en donner à cœur joie. Et donc ces combats-là, ils doivent être portés aussi par des règles internationales qui protégeront les populations contre la dégradation de leur environnement naturel. Voilà, une dernière question là. Pour la route, la dernière pour la route. Madame la ministre, vous avez parlé de protection de la nature et des conflits. Donnez-nous votre position franche sur le nucléaire, l'utilisation du nucléaire. Elle est très franche parce qu'elle est... Très belle question. C'est la position qui est dans la loi de transition énergétique. Il a fallu que je réconcilie les anti-nucléaires, les pro-nucléaires, etc. Donc là, le nucléaire est une des bases du modèle énergétique français, mais il faut en réduire la part pour pouvoir monter en puissance sur le renouvelable. Donc, la part du nucléaire à l'horizon 2025 va passer de 75% de la production d'électricité à 50%, et parallèlement, le renouvelable passera à 32%.
et l'efficacité énergétique aussi également. Et nous investissons aussi dans la nouvelle génération de réacteurs. Donc ce n'est pas du tout une filière en voie d'extinction, mais c'est une filière en voie de modernisation, de réduction de sa part, et surtout avec la nouvelle génération de réacteurs qui utiliseront moins de combustible et qui pourront aussi, à terme, utiliser comme combustible les déchets nucléaires. Donc le recyclage, l'avenir du nucléaire, c'est dans le recyclage aussi des déchets comme nouveau combustible, au même titre que dans l'économie circulaire, il y a cette réflexion qui consiste à dire comment est-ce que les déchets des uns peuvent devenir les matières premières des autres. Voilà. Eh bien, un grand merci. Une idée me vient, c'est que peut-être au lendemain ou 2-3 jours après la grande conférence de décembre, vous pourriez venir nous faire un compte-rendu objectif des résultats. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Bon, vous entendez, chère Marie-Lise et autres personnes du cabinet, avec plaisir. Ma proposition n'a pas été refusée. C'est facile de vous avoir. Je vous demande, madame. Oui, c'est enregistré.